Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Darmanin dégoûté, policiers en colère, Macron à Nouméa, l'été de tous les dangers. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal. À l'aide de ces merci rémunérateurs, aujourd'hui sont à l'honneur Véronique, Aknachine, Vite Frexit, Pierre-Louis Garnier et Anne. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Je n'étais pas très présent hier parce que c'était dimanche. J'ai fini très très tard. Je vous avais promis mes chiens, mais ils étaient déjà couchés. Alors peut-être en fin de vidéo, ils viendront faire un petit coucou. Et puis on continue évidemment à le soutenir. Petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On va commencer par l'information du jour, la fameuse canicule qui frappe la France entière. Nous avons la carte, eh bien elle n'est pas très évidente, hein. Toute la façade atlantique est en dessous des normales de saison. Le centre, bon, il fait à peu près 25 degrés. Et sur la Provence, nous avons des températures qui avoisinent les 30 degrés, ce qui est tout à fait normal pour la saison. Mais elle est où cette canicule ? Eh bien, Nicolas Béraud du journal Le Parisien a la réponse. Vous avez l'impression d'avoir frais à Paris, Lille ou encore Strasbourg depuis le début du mois de juillet. Impression trompeuse, les températures y sont au moins légèrement au-dessus de l'art normal, comme quasiment partout en France. On ne sait pas exactement qui a pris ces mesures. Nous avons donc une canicule asymptomatique. Ce qui est frappant, c'est que Nicolas Béraud nous avait à peu près tenu le même discours pendant la crise Covid. J'en parlerai en fin de journal. Et les députés de la France insoumise sont très inquiets de cette canicule et notamment l'inénarrable Mathilde Panot. Elle est très inquiète notamment des sécheresses. Et des sécheresses, où ça exactement Mathilde ? Au-dessus des océans et des mers, et ce serait dramatique. Alors, il y a la canicule asymptomatique et la sécheresse au-dessus des océans et des mers. Je voudrais juste qu'elle nous explique ce que c'est qu'une sécheresse au-dessus d'un océan. Sinon, les caméras de télévision exploitent au maximum ces fameux incendies en Grèce et notamment dans la très belle île de Rhodes. Oui, c'est véritablement une île merveilleuse, de magnifiques sites archéologiques et je me rappelle avec beaucoup d'émotion le village de Lindos, hein. Il y a une sorte d'acropole avec un temple. C'est absolument splendide. Et puis une petite anecdote personnelle, j'avais garé ma voiture à l'ombre. Il avait fait une chaleur torride. Nous étions au mois de juillet et mon épouse, mes enfants ne se sentaient pas très bien. On avait fini par aller boire un rafraîchissement dans un bar avec un grec qui avait vécu à Paris et qui était un supporter du PSG. Vous voyez ces petits souvenirs qui me reviennent. Et lorsque je suis revenu à mon véhicule, le vent soufflait légèrement et j'avais l'impression, vous savez, quand vous ouvrez votre four, quand vous retirez votre tarte aux pommes et que vous prenez toute la chaleur, c'est-à-dire que le vent était brûlant. Ma voiture était à l'ombre, je l'ai démarrée, heureusement elle était climatisée et il y avait affiché au compteur 48 degrés. Nous étions sur la façade, donc Lindos, c'est la façade est. Et quand on est repassé dans l'endroit où nous habitions sur la côte ouest, il ne faisait plus que 38 degrés. C'est-à-dire qu'entre la côte est et la côte ouest, il y avait 10 degrés de différence. Donc, c'est une île torride et les incendies y sont très fréquents à Rhodes comme dans le reste de la Grèce. Est-ce qu'il y aurait un incendie tout à fait exceptionnel dû au réchauffement climatique ? Eh bien, ceux qui ont travaillé sur la question vous montrent que c'est tout à fait normal en Grèce, hein. Si vous regardez le nombre d'hectares brûlés, eh bien nous sommes dans les normales. Feu exceptionnel ? Non, normalité en Grèce. Je me rappelle que dans les années 2000, il y avait eu un incendie géant derrière l'acropole. On voyait cet incendie de l'acropole d'Athènes. Voilà. Donc, tous les phénomènes climatiques sont exploités par les médias pour tenir au narratif d'Emmanuel Macron, puisque, vous le savez, ils sont en train de travailler cette fameuse transition dont je vous ai parlé hier. Alors, le meilleur moyen pour lutter contre le réchauffement climatique, vous le savez, ce sont les éoliennes
Vraiment? Eh bien, on va interroger Fabien Bouglet qui a sorti un livre sur la question Rapport du CNRS sur les bruits des éoliennes. Il apparaît que les opérations de battage des pieux, phase de construction des éoliennes posées, ont un impact significatif sévère pour certaines espèces étudiées et sur de grandes distances. Et pourtant, on ne voit pas réagir les écologistes. Ils devraient être sensibles au massacre des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que Fabien Bouglet a donné la réponse il y a quelque temps au micro de Nicolas Vidal de Putsch Live. Édifiant! La bombe de Fabien Bouglet dans Putsch Live. Un lobby allemand de l'éolien à ses bureaux dans le ministère de l'écologie dont le patron a été décoré. L'Allemagne a contaminé nos organismes de pouvoir pour influer sur nos décisions. Étonnant, non? C'est peut-être pour ça que le lobbying allemand a quelques arguments sonnants et trébuchants qui font fermer les yeux à certains. Je pose la question. Il se trouve que Fabien Bouglet était l'invité de Tadei, il était opposé à un défenseur de l'éolien. Et c'est toujours intéressant de voir confronter les points de vue. Et ce qui m'a sidéré, c'est que l'avocat des éoliennes a brassé beaucoup de vent et surtout, il a menti. Parce que Fabien Bouglet connaît très bien le dossier, il lui a expliqué que l'Allemagne n'a toujours pas fait baisser son empreinte carbone, elle est toujours 8 fois supérieure à celle de la France, et qu'il utilise toujours le charbon. Le défenseur de l'éolien, tel un moulin à vent, a commencé à s'agiter et a expliqué que l'éolien a fait baisser de 30% la production d'électricité produite par du charbon. Et là, Fabien Bouglet, un peu cruel, lui a fait remarquer que ce n'était pas l'éolien, mais c'est tout simplement les centrales au gaz. En effet, l'éolien a relancé le charbon. Parce que c'est une énergie qui ne marche pas tout le temps, elle est alternative, donc vous avez besoin de centrales. Et lorsqu'il y a la guerre avec les Russes, vous n'avez plus de gaz. Que faites-vous? Vous réouvrez vos centrales à charbon. Allez, c'est un chaos technique, bravo à Fabien, et c'est là où on mesure toute l'idéologie, parce que quels sont les vrais bénéfices de l'éolien? Cela bétonne nos paysages, cela bétonne nos terres agricoles, cela fait du bruit pour ceux qui habitent à côté, donc ils sont obligés de les placer à 500 mètres des habitations, et c'est souvent dans des paysages magnifiques. C'est une véritable ruine, contrairement à ce qui a été dit. L'électricité est produite et beaucoup plus chère. Bon, n'en jetez plus, l'éolien ne se justifie pas. Par contre, il y a des lobbies puissants. Tout est dit. On va passer maintenant à un autre dossier, Gérald Darmanin. Qu'arrive-t-il à notre Gérald Darmanin? Eh bien, il boude, il fait la tête. Remaniement, il se sent trahi. Les soutiens de Darmanin assurent qu'il n'a pas dit son dernier mot. Mais de quoi s'agit-il? De quelle trahison? Souvenons-nous, il y a quelques mois, je vous avais annoncé, Gérald Darmanin visait Matignon et les macronistes assuraient qu'il serait en effet un très bon Premier ministre. Emmanuel Macron disait lui-même qu'il allait recentrer son gouvernement vers la droite. Darmanin, Premier ministre. Et là, patatras, manifestement, il avait donc quelques assurances. Emmanuel Macron ne l'a pas nommé à Matignon. Alors il y a un peu d'ironie dans cette histoire, Gérald Darmanin a trahi tous les gens qui l'ont aidé, qui lui ont mis le pied à l'étrier, je pense notamment à Christian Van Est, un député du Nord qui avait permis à Darmanin de se faire un nom. Il avait aussi trahi les LR en claquant la porte et rejoignant le gouvernement d'Emmanuel Macron après avoir expliqué que Emmanuel Macron était la pire chose qui pouvait arriver à la Ve République. Maintenant, Macron, c'est aussi un expert en trahison. Ils sont donc en train de se bouffer entre eux. Ça, c'est un signe de déliquescence. Et on va repasser la vignette. Il a bien dit, Gérald Darmanin, qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Et quel est ce dernier mot? Est-ce qu'il n'y aurait pas des événements étranges en ce moment en France? Regardons la une du Figaro. On aura peut-être un indice. Ça fait 20 ans que tous les gouvernements nous prennent pour des serpillères. Après l'incarcération d'un agent, un vent de fronde policière se lève à Marseille. Ah, les policiers se mettent en grève ou en arrêt maladie. Est-ce que le mouvement est soutenu? Oui, nous apprend Bruno Attal. Là, ça devient sérieux. Nice rejoint le mouvement des policiers de Marseille. Et même en Île-de-France, la France sans sa police, Jean-Luc Mélenchon, vous allez peut-être voir ça.
Alors, la hiérarchie policière, je la connais, elle va taper très fortement sur ces policiers en grève. Regardons la réaction du patron de la police. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Frédéric Vaux. Nous avons bien compris, la hiérarchie policière, sous les ordres de Gérald Darmanin, souffle sur les braises. Alors, est-ce que les policiers ont raison de se mettre en grève? Bien évidemment, leurs conditions de travail sont épouvantables et je vais encore me répéter, on ne confond pas les forces de l'ordre qui sont proches du pouvoir politique avec les policiers de terrain qui doivent faire face à l'ultra-délinquance des quartiers nord de Marseille. Si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe, je vous conseille de regarder Bac Nord, un film excellent. Donc les policiers ont bien sûr raison de se mettre en grève. Et si les Français avaient un peu la conscience de cela, les professeurs, le personnel hospitalier, la France insoumise soutiendraient ces fonctionnaires. Mais vous le savez, ils ont choisi un autre camp. Et c'est le moment où Emmanuel Macron a décidé de parler aux Français directement de l'Élysée. Ah non, je me trompe, il parle de Nouméa. Les policiers sont en grève et notre président de la République va à Nouméa à un hasard encore. En effet, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, Emmanuel Macron prend la poudre d'escampette. Aujourd'hui, ce sont les policiers. Hier, c'était les manifestants contre la réforme des retraites. Et il y a quelques années, c'était les mouvements des Gilets jaunes. Souvenons-nous, il nous avait promis, il y a 3 mois, qu'il dresserait un bilan ce 14 juillet 2023. Lorsqu'on lui a rappelé sa promesse, Emmanuel Macron, droit dans les yeux, nous a dit « Je n'ai jamais fait cette promesse ». Un mensonge frontal. Et là, il choisit de parler aux Français de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, au journal de 13h. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse qu'à son public. S'il voulait s'adresser à l'ensemble des Français, il aurait dû choisir le journal de 20h. Parce qu'il n'a strictement rien à dire. Son bilan est catastrophique. Il a essayé de le maquiller avec tout le narratif sur la canicule. Mais hélas pour lui, la nature lui a joué un tour de cochon, j'en ai parlé hier. Il n'y a pas de canicule en France. Ensuite, il essaie de communiquer sur la transition écologique, c'est-à-dire mettre en place le plan de Klaus Schwab. Mais les Français ne l'acceptent pas non plus. Il y a une augmentation de 76% de l'électricité et comme je l'ai dit en début de journal, le développement durable, et notamment les éoliennes, joue une grande part dans la flambée de ces prix de l'électricité. Alors, il n'a strictement rien à dire. On attend avec beaucoup d'impatience son verbatim pour qu'on puisse évidemment le démonter. Et à l'intérieur de sa propre majorité, eh bien, il y a des contestations avec Gérald Darmanin. Emmanuel Macron est dans une très mauvaise passe, d'autant plus qu'il est abandonné par certains journalistes comme Julien Pain. Oui, vous ne rêvez pas, Julien Pain est en train d'abandonner le pouvoir. Monsieur Julien Pain avoue avoir pris les gens pour des truffes, mais oublie de dire qu'il avait traité de complotistes tous les scientifiques qui exposaient des faits contredisant son narratif et qu'il a dénigré les médias comme François qui leur donnait la parole. Est-ce que Julien Pain sentirait le vent tourner? Fauci va être poursuivi aux États-Unis, Pfizer est accusé de mensonge, nous avons de très nombreuses études montrant que nous avions raison sur à peu près tout. Alors il se défausse sur les scientifiques et le pouvoir politique. Quand la pandémie est arrivée, affirme-t-il, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traitée. J'ai attendu des scientifiques des réponses certaines alors qu'il n'y en avait pas. Mais quels scientifiques? Gilbert Deray? Car les plus grands scientifiques, vous n'avez cessé de les dénigrer. Et vous avez soutenu les mesures les plus liberticides. Vous les avez justifiées, comme ce pass sanitaire et ce passeport vaccinal, qui est devenu un passeport vaccinal. Beaucoup d'inquiétudes autour du pass sanitaire, certaines complètement légitimes, d'autres non. Par exemple, non, le pass sanitaire ne sera pas un passeport vaccinal et n'imposera pas la vaccination. Non, vous ne faisiez que tordre le bras de millions de Français. Et non, il ne faudra pas le présenter pour aller au restaurant. Alors Julien Pain, vrai ou fake votre tweet? Eh bien, tout ce que vous dites est faux.
Et ce n'est pas un hasard, puisque c'était les éléments de langage d'Olivier Véran. On sait pour qui vous travaillez. Vous avez aussi qualifié de complotiste le professeur Montagnier parce qu'il avait révélé l'origine du Covid-19, c'est-à-dire un virus échappé du laboratoire de Wuhan. Et vous avez commis des actes impardonnables, notamment la chasse à l'homme. Votre tweet du 24 décembre 2021 est un modèle'ignoblerie. Ce soir, pendant le dîner de Noël, à l'oncle anti-masque, la grand-mère naturopathe, qui refuse les vaccins et aux frères persuadés que le Great Reset est en marche, une seule réponse A. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le Great Reset, puisque le Great Reset, c'est le livre de Klaus Schwab. Julien Pain ignore que Klaus Schwab a donc écrit ce livre. Pourtant, Julien Pain a interviewé en anglais Klaus Schwab. Il ignorait qu'il parlait français. Et il lui a servi la soupe à un tel niveau que Darius Rojma en a été jaloux. Là encore, il y a une sorte de filiation, le gouvernement Macron, Davos. Et il attaque, il ridiculise Martine Vonner. C'est véritablement honteux. Et je voudrais aussi revenir sur ce qu'il écrit. Lorsque j'essayais de discuter avec des amis et qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec mes positions, ils avaient ce petit sourire en coin du type complotiste. Et qui avait donné les éléments de langage à la population française pour répondre à nos arguments? Julien Pain. Et il vient aujourd'hui présenter ses excuses et nous expliquer qu'il s'est trompé à l'insu de son plein gré. Mais ces actions ont eu des conséquences tragiques sur toute une série de catégories de la population française. Les soignants non vaccinés qui ont été éloignés des hôpitaux, les professeurs, les médecins qui se sont opposés aux grands laboratoires, qui ont été persécutés. Et cela continue. Est-ce que Julien Pain viendra défendre, par exemple, le docteur Amin Oumlil, qui a été révoqué pour s'être opposé à l'obligation vaccinale et avoir lancé une étude sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 ? Où il est là, notre ami Julien Pain? Et est-ce qu'il va peut-être aussi enquêter, c'est ce que nous rapporte Philippe Murer, sur le partenariat avec Pfizer qui va rapporter aux hôpitaux de Paris 1 milliard d'euros sur 4 ans? Est-ce que c'est encore de la coïncidence? Les médecins de ces hôpitaux étaient tous des pro-vax Pfizer. Il va falloir nettoyer les écuries d'Augias. Oui, il y a du gros travail de nettoyage dans le monde de la santé. Mais on pourrait peut-être paraphraser Audiard. Après Darmanin et Julien Pain, les caves se rebiffent. Je vous avais annoncé quelques bonnes nouvelles de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, encore une bonne nouvelle. Joe Biden serait perdant à l'élection présidentielle. Donald Trump est très en avance. Il écraserait d'ailleurs Donald Trump, son concurrent à la primaire républicaine, Ron DeSantis. Si on se dirige vers l'Ukraine et la Russie, nous avons des nouvelles de l'offensive russe. C'est le colonel Hervé Carès qui nous les donne. Il y a bien une offensive des forces russes. Elles ont traversé la rivière Zerebet et elles ont occupé des hauteurs sur l'autre rive et elles ont établi une tête de pont de 5 sur 7 km. À tel point d'ailleurs que les autorités ukrainiennes expliquent qu'elles ne pourront pas résister aux 100 000 hommes russes. À suivre. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, je vous avais promis quelque chose. Alors, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai terminé très tard mes vidéos et qu'ils étaient couchés. Loulou, Laïka, venez voir papa. Allez, on vient voir, venez un petit peu. Allez, on monte. Allez. Hop, on apparaît à l'écran. Bah voilà, c'est mon loulou, ça. Et puis Laïka, c'est où Laïka? Monte. Allez. Voilà, ma belle. Voilà, ils sont pas encore couchés. Ils attendent avec impatience que je termine ma vidéo parce que ils attendent la balade. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Hein, je l'ai déjà dit, je suis un peu perturbé par mes toutous. À bientôt, au revoir.